J'avais préparé cette présentation de façon très élaborée. J'avais écrit un texte et j'avais fait passer ce texte par un réviseur professionnel pour que je puisse me présenter et vous présenter mes idées en parlant un français impeccable. Mais à la fin, quand j'ai été de réfléchir sur le thème de cette conférence ce matin, et on est là pour parler de langage des idées, c'est-à-dire idées, les deux lettres, notre identité, mais aussi nos idées, ce qu'on a dans la tête. J'ai à la fin je me suis décidé à la fin de ne pas suivre ce que j'avais préparé. Donc, j'ai pris la décision de jeter toutes ces feuilles que j'avais préparées là et de me présenter aujourd'hui comme je suis, avec toutes mes failles, toutes mes fautes et quelques vertus aussi. Alors ça nous pose un problème, à vous et à moi, parce que je ne parle pas rigoureusement le français. Alors je m'explique. C'est vrai que comme interprète, je parle pas mal de langues, y compris le français. Mais les interprètes, ils font une catégorisation très spéciale de langues. On parle de langue A, B et C. Et le français est pour moi ce qu'on appelle une langue passive, une langue C, c'est-à-dire une langue depuis laquelle je suis prêt à interpréter, je suis très capable de le faire, mais vers laquelle je n'interprète jamais, parce que je n'ai pas vraiment une maîtrise complète de cette langue. Donc, au cours de cette présentation, je vais vous dire de bêtises, ça c'est assuré. Okay? Je ferai de fautes, et si c'est le cas, et je peux vous assurer que ce sera le cas, je vous prie de bien prendre note, et à la fin, m'envoyer peut-être un courriel pour me tirer l'oreille, et à base de ça, on avance. C'est bien? OK. Donc, avec ça, on commence. Regardez bien cette photo-là. Elle a été prise à Brasilia le 17 mars 1992. C'était un mardi. Elle marque aussi le moment précis où je suis devenu interprète. Mais permettez-moi de revenir en arrière pour vous raconter comment est-ce que j'en suis arrivé. 4 ans auparavant, j'entrais à l'Assemblée nationale du Brésil en tant qu'employé et je m'ennuyais ferme à noircir du papier 8 heures par jour. Ce jour-là, à la dernière minute, quelqu'un s'est rendu compte qu'à la fin, le prince ne parlait pas portugais et qu'il fallait trouver quelqu'un qui pourrait faire la médiation linguistique. J'étais vraiment ennuyé du job que je faisais à l'époque et j'avais fait courir le bruit que je parlais couramment l'anglais. À un certain moment, j'ai reçu un coup de fil et 2 heures après, j'étais assis sur cette chaise-là pour faire cette médiation. Voilà. Le monsieur en costume clair, il s'appelle Ibsen Pinheiro. Il était à l'occasion le président de l'Assemblée nationale. En face de lui, de manière oblique, vous trouvez son Altesse royale, le prince Philippe, le duc d'Édimbourg. Et le monsieur, le jeune homme entre eux, celui-là avec plein de cheveux, c'est moi. Hein? Voilà, donc c'est ainsi qu'a commencé, disons, ma carrière comme interprète. Quelques semaines après, je me trouvais en face de la princesse de Thaïlande. Et quelques mois de plus, on m'a poussé dans l'eau, on dirait, et j'ai nagé, à ma grande surprise. Et à la fin, j'ai aussi eu l'occasion de faire la médiation de pas mal d'ambassadeurs que venaient présenter leurs lettres de créance et tout ça, et aussi quelques chefs d'État, y compris le Dalai Lama, et aussi le monsieur qui est au milieu, qui s'appelle Michel Temer, qui, après quelques années, serait aussi ici à condition de président brésilien. Voilà. Donc, c'est ça qui m'est arrivé, et c'est ainsi que je suis devenu l'interprète titré de l'Assemblée nationale, du président de l'Assemblée nationale,
qui à l'occasion était aussi le vice-président de la République suite à la chute du président Collor. Voilà. J'ai fini par quitter mon job au Congrès et j'ai ouvert à un certain moment une agence de traduction que j'ai gardée par 17 ans. Elle s'appelait Die Presse, comme le journal autriche. Quelques années après, j'étais déjà un interprète très bien formé. Je me suis décidé d'aller aux États-Unis pour faire une formation académique. Et j'ai pris quelques années pour faire un master à l'Institut de Monterey, en Californie. Et depuis une dizaine d'années, j'ai été nommé le chef interprète de l'UIT à Genève, qui est une agence spécialisée de l'ONU. Voilà, donc peu à peu, j'ai commencé à avancer, et c'est ça qu'a fait de moi, disons, un interprète plus ou moins compétent. Voilà. Si vous vous enforcez, vous allez voir peut-être Barack Obama au fond de cette photo-là. Voilà. On avance. Vu de l'extérieur, l'interprétation simultanée s'apparente à de la magie. De l'intérieur, c'est de la folie pure. Vous passez la vie dans une cabine étouffée avec des collègues qu'on normalement on connaît très bien, et on est obligé de répéter dans une langue différente des idées et des mots d'autres gens qu'on ne connaît pas du tout, en gardant le rythme, le ton, l'intention, le sens, et en même temps en cherchant des mots et des documents tout en continuant d'interpréter. Il nous faut aussi faire une sorte de dialogue silencieux avec le collègue du jour, au moins de gestes, de regards, de notes, pour qu'on puisse s'en sortir. Pour empirer la situation, on est normalement juste au bout de la salle, de l'autre côté de la salle, normalement ici dans des cabines comme celle-là, et empêcher de faire signe à l'orateur de ralentir, de l'interrompre pour faire des éclaircissements et tout ça. Face à tant d'obstacles, on pourrait penser l'interprétation simultanée comme quelque chose d'impossible. Pourtant, elle est parfaitement faisable. C'est vraiment un beau métier, c'est un boulot extraordinaire. Ça m'a donné l'occasion d'aller partout dans le monde, ça m'a posé à côté de gens vraiment importants, et ça m'a donné, dans ma propre voix, l'opportunité de dire des choses très impactantes qu'on, à la fin, faire l'histoire. J'ai eu l'occasion peut-être de lire dans le journal le matin suivant à une réunion exactement la phrase que j'avais prononcée dans ma langue. Ce n'était pas la phrase que le président avait dit parce qu'il parlait une langue différente. Donc il y a des trucs parfois très intéressants. Donc on est là vraiment pour faire l'histoire et on en est parti. C'est bien. Mais c'est aussi un boulot qui parfois est la source de beaucoup de frustration. Surtout la frustration de passer toute une vie professionnelle en donnant expression à des idées des autres. On utilise notre voix, nos gestes, tout ce qu'on a pour bien faire communiquer, pas pour donner expression à ce qu'on sent et à ce qu'on a à dire, mais par contre, pour le faire pour des autres personnes. Il y a aussi ce faux sentiment d'appartenance. Parce qu'aujourd'hui, je suis là, juste à côté du président, et de moi aussi, avec le roi. Mais une fois que la lumière s'éteint, je suis juste l'interprète. Et ça nous casse parfois un petit peu la tête. Et il y en a de collègues qui certainement ont eu des difficultés à considérer cet aspect de notre
profession. Voilà. Donc, à un certain moment, on commence à se poser la question. Pourquoi? Pourquoi s'y consacrer? Pourquoi faire ce boulot plein de difficultés? Pourquoi passer toute sa vie de cette manière compliquée que nous empêche de nous exprimer et tout ça? Et à un certain moment, on commence à sentir un niveau d'angoisse qui monte. On ne sait pas exactement pourquoi. Au même temps qu'on devient un interprète un petit peu mieux, plus compétent et tout ça, au même temps, au moins à moi, ça m'arrivait constamment ce sentiment de ne pas vraiment y être. Comme si j'étais juste une voix invisible et que j'étais quand même... j'étais pas épanoui. Voilà. Donc à un certain moment, j'ai commencé à me poser la question, pourquoi est-ce que je me sens comme ça? Pourquoi l'anxiété? Je fais ça depuis des années. Pourquoi? Et pourquoi? Donc j'étais à ce point-là un interprète très peu sûr de moi. Et ça me gênait. Donc j'ai commencé à me poser la question, pourquoi? En portugais, le mot « pourquoi » est une question, mais aussi une réponse. On utilise le même mot. Ce n'est pas comme en français qu'on dit « pourquoi » et « parce que ». En portugais, on dit « pourquoi » et la réponse est aussi « pourquoi ». On l'écrit de manière légèrement différente. Et à un certain moment, je me suis rendu compte que « pourquoi » est aussi peut-être la meilleure réponse, et pas juste la meilleure question. C'est un leçon que j'ai appris d'un autre interprète, un interprète très célèbre, mais d'un genre différent. Il s'appelle Vitor Santiago. Ici, son nom ne vous dit rien. Le temps est venu peut-être de bien connaître à Vitor. Il est un saxophoniste virtuose. Il a parcouru le monde entier pour souffler son saxophone. Il a joué avec tous les chanteurs, toutes les chanteuses de la scène internationale. Il a été invité par tous les festivals de jazz de la planète. On est très proches parce que j'ai épousé sa sœur, il fait une trentaine d'années. Donc un bel jour, j'étais à la maison de ma belle-mère et on commençait à se parler. Et je lui ai posé la question, « Vitor, tu te présentes souvent devant des milliers de personnes. Comment est-ce que tu fais pour gérer le trac? Est-ce que ça t'arrive ?» Il m'a dit, « Non, ça ne m'arrive pas, mais je suis un rituel très strict. » Il m'a commencé donc à raconter tout ce qu'il faisait. Et à la fin, il m'a dit que chaque fois, avant de monter sur scène, il prenait une minute pour bien réfléchir, pour faire une sorte de méditation et tout ça, et pour bien prier. Et pour moi, c'était une vraie surprise qu'après tantes années de tournée et tout ça, quelqu'un comme Vitor suivait cette routine, hein, avait besoin de le faire et tout ça. Et je continuais à lui poser la question, mais pourquoi et comment est-ce qu'on fait pour m'en sortir? Il m'a dit, une fois que tu connais la raison pour laquelle tu fais quelque chose, l'anxiété va disparaître. Ça disparaît complètement. Il faut te poser la question. Et après, il m'a commencé à donner des exemples. Il m'a donné 4 exemples. Il a dit, parmi les musiciens, il y a certains collègues qui jouent depuis une émotion de colère. Ils sont fâchés parce qu'ils sont discriminés, quoi que ce soit racialement ou sexuellement, ou à cause de leur âge, ou quoi que ce soit. Et donc, quand ils montent sur scène, ils portent avec eux cette colère et ils utilisent cette émotion pour prendre leur revanche contre le monde. Et le résultat est de la bonne musique quand même. Il y a aussi quelques collègues qui le font depuis une émotion de vanité. Ils ont un grade d'insécurité assez grand qui leur oblige à monter sur scène et faire de son mieux pour qu'à la fin, ils ont les applaudissements et les rassurances qui viennent avec ça. Il y a aussi
quelques autres que jouent parce qu'ils s'aperçoivent qu'à la fin, ils devraient faire quelque chose d'autre. Disant qu'ils sont là, ils jouent comme une forme d'évitation. C'est-à-dire, peut-être que mon corps n'y est plus, et je devrais faire d'autres choses, mais secrètement, ils craignent n'être pas à l'auteur. Donc, ils continuent à jouer. Il y a quelques-uns, comme moi, par exemple, que jouent ou que fait ce qu'on fait, comme une forme de suivre les traces de quelqu'un d'autre qu'on admire, pour gagner son admiration ou son affection. C'était mon cas ailleurs, au départ, et vis-à-vis de mon père. Voilà. À un certain moment, il m'a dit, moi, j'ai transité pour tous ces genres d'émotions, et à la fin, chaque fois que je me rendais compte que j'étais à un certain niveau, je me renforçais pour y aller de l'avant. Donc j'ai transité par tout ça, et aujourd'hui, je joue parce qu'un jour, je me souviens très bien, quand j'étais enfant, je suis allé à un concert dont je suis reparti complètement changé à cause d'une note que j'ai entendue. Ça m'a changé complètement la vie et c'est pour ça que je joue le saxophone. Donc aujourd'hui, je suis arrivé à un niveau de compassion et c'est ça l'émotion qui me fait jouer. Et donc, pour moi, ce que je essaye de faire, c'est de jouer pour transformer. Parce que dans n'importe quelle foule, à n'importe quel jour, il y a au moins une personne prête à être changée. Et je prie pour que cette personne soit là et pour qu'elle reparte changée. Voilà. À ce moment-là, je commençais donc à me poser cette question. Et peut-être que vous pourriez, dans ce que vous faites, le vous poser aussi. Je ne suis pas là pour vous donner de conseils, mais quelques suggestions peut-être. Et les questions sont comme ça. Pourquoi faites-vous ce que vous faites? Il faut répondre à ces questions de manière très honnête. Et qu'est-ce que vous motive vraiment? À la fin, si vous trouvez que l'émotion, ce n'est pas la bonne, qu'est-ce que vous pourriez faire pour en sortir et peut-être passer à une émotion différente, qui peut-être vous donner qui ça, l'envie ou l'énergie de faire les choses que vous faites à partir d'une émotion différente qui vous dépasse, qui n'est pas totalement centrée en soi-même. Et à la fin, pour qui jouez-vous? Parce que comme interprète, on se souvient très souvent du fait que chaque fois qu'on est autocentré, si parfois je perds une phrase, je me castigue à cause de ça, je perds aussi la suivante. Si je me donne des applaudissements parce que voilà, j'ai bien compris ça, bien fait, je perds aussi ce que vient après. Donc on a appris comme interprète, je peux vous dire ça, que pour bien faire ce métier, il faut se dépasser et donc centrer votre attention sur quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il vous faut trouver quelqu'un d'autre à qui se concentrer pour mieux faire votre boulot. Alors, ce sont deux questions difficiles et peut-être que les réponses vous échapperont pendant un certain temps. Mais les poser et agir en fonction des intuitions qu'en découlent, c'est le seul moyen de continuer de l'avant. En attendant, peut-être vous pourriez essayer certains aspects de cette routine de vie de Santiago, c'est-à-dire prendre une petite minute pour vous raccorder exactement la vraie raison de votre présence dans votre métier ou ailleurs. Au-delà de la cabine d'interprétation ou de la scène, il y a tant de découvertes à faire, de rêves à matérialiser, de mythes sur le point de tomber. Tout ce qu'il faut, c'est de jouer une note précisément avec émotion ou de prononcer un mot
avec compassion et de manière précise. Et chaque jour, dans n'importe quelle foule, il y a au moins une personne prête à être changée. J'espère que cette personne soit à l'écoute aujourd'hui et j'espère que vous êtes cette personne. Je vous remercie.